le lien de notre média www.afrowebtv.com/live. Aujourd'hui, nous commençons cette nouvelle aventure avec une très belle émission que nous vous proposons avec des invités de marque qui sont déjà avec nous. Et merci infiniment de leur disponibilité. Je me ferai le privilège de vous les présenter en début d'émission. Et le thème qui intéresse donc AfroWeb TV aujourd'hui, c'est concernant donc le Togo, les visions du Togo qui sont donc beaucoup, et ce serait véritablement une émission interactive où vous pouvez vous aussi participer sur le +1 319 462 89 79. Moïse Agbeyegan, c'est moi, c'est mon nom, je serai à la manette comme d'habitude pour vous, et nous accueillons pour cette saison, pour cette première émission de la 5e saison de Avis de la diaspora, monsieur Tcherelou Lawson Yamassadi Foume Laté Alphonse. Depuis le Canada, il est leader panafricain d'un groupe que vous connaissez très très bien, Pyramide. Et il est économiste et analyste politique. Merci monsieur Tcherelou d'avoir accepté notre invitation. Par Duplex aussi, nous accueillons l'un des meilleurs journalistes togolais, si je me permets de le dire ainsi, un aîné, monsieur Tété Credo. Il est analyste politique et journaliste politique. Merci infiniment, cher aîné, d'être avec nous pour cette émission. Parti politique, on a invité tous les bords aujourd'hui. Nous avons le privilège de vous présenter, chers amis téléspectateurs, amis internautes, monsieur Dr Kodjovi Aubin, président du parti politique Nouvelle Vision. Tous y seront avec nous pour ce débat de ce jour que vous allez suivre en connaisseur que vous êtes. Mesdames, messieurs, merci infiniment de votre participation à cette émission, de vulgariser en partageant donc cette émission. Vous êtes Togolais, alors c'est le moment. L'union fait la force. Je me permets de paraphraser donc ce slogan d'un parti politique, mais même si je ne fais pas partie de ce parti politique. Alors, mesdames, messieurs, merci d'être là avec nous, partagez au maximum cette émission puisque c'est le Togo qui gagne. La thématique qui retient notre attention, Togo Vision 2025. Où en sommes-nous? Ce sera donc la thématique sur laquelle nous allons tous nous pencher. Nous nous rappelons donc en 2020, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, avait donc lancé une feuille de route avec tout son gouvernement qui est fondée sur une vision, celle donc de faire de notre pays, le Togo, un pays de paix, une nation moderne avec une croissance économique inclusive et durable. Bien avant d'entamer donc cette émission, chers amis téléspectateurs, nous donnerons 2 minutes 30 à chacun donc de nos invités pour répondre à chacune de nos questions. Et aussi, vous qui allez nous appeler, nous vous donnerons 2 minutes pour poser votre question ou intervenir ou faire votre analyse très rapidement. Merci pour votre compréhension. Et nous allons commencer avec le journaliste que nous avons invité aujourd'hui, puisqu'il a beaucoup d'informations à nous donner et surtout des éclaircies sur la feuille de route, puisque nous sommes à la veille donc de 2025. Il reste quelques mois pour rentrer donc dans la nouvelle année 2025. Monsieur Tété Credo, première question pour vous. Que comprendre de cette feuille de route du gouvernement togolais? Merci Moïse, je salue mes co-débatteurs, Docteur Ton et l'aîné, Monsieur Lawson. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau pour faire cet exercice parce que c'est le Togo qui gagne, c'est le Togo qui demande à ce que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Revenant à la thématique Togo 2025, où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette thématique? Vous voudriez bien que nous puissions juste dire que, comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est en fait une vision ambitieuse et tournée vers l'avenir du pays. L'avenir du pays que nous
que nous voulons, bien que vise euh, cette feuille de route, c'est notamment ce pays où il y a beaucoup plus de paix, une nation de paix, justement, et une nation moderne et qui est tournée beaucoup plus vers l'avenir, avec une croissance économique inclusive et durable. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire, mais globalement, une vision ne peut pas se réaliser si on n'a pas une mission ou bien si on n'a pas défini des stratégies. Et en termes de vision matérialisée par les stratégies, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vision Togo 2020-2025? Ça tourne autour de trois axes principaux. Le premier axe, c'est le renforcement de l'inclusion et de l'harmonie sociale qui va déboucher également sur une consolidation de la paix. Le deuxième axe, c'est dynamiser autant que faire possible la création d'emplois en s'appuyant sur les forces de l'économie, c'est-à-dire les forces de l'économie interne. Et le troisième axe, qui est également très utile, très important, c'est moderniser le pays dans tout son ensemble et renforcer ses structures. Voilà les trois axes qui sous-tendent cette vision Togo 2020-2025. Et il faut le rappeler, c'est une vision qui est très ambitieuse et qui est tournée vers l'avenir. C'est une vision qui est portée par le chef de l'État togolais, le Monsieur Faure Essozina Gnassingbé. Merci d'avoir planté le décor, monsieur Tété Credo. Alors, monsieur, docteur Kodjoviton, vous faites partie donc de l'opposition togolaise. Aujourd'hui, ça fait probablement presque 4 ans que le chef de l'État, Faure Zimna a lancé cette feuille de route quinquennale au Togo. Vos réactions? D'abord, merci et salut à tous ceux qui nous suivent sur le web. Et je profite également pour souhaiter Happy Belated Birthday à toi, Monsieur Moïse, pour avoir un an de plus. Et je remercie les co-débatteurs, Monsieur Credo et Monsieur Lawson, sur le plateau. Moi, ce que je voudrais dire pour aller tout droit au but, c'est que le problème d'avoir une feuille de route, c'est bon. Mais le fait de ne pas avoir cette capacité d'avoir un résultat quantifiable, un résultat qui est présenté au public afin que nous puissions savoir, avec l'investissement qu'on fait sur la feuille de route, le résultat qu'on a eu, les manquements que nous devons revisiter pour améliorer les choses. Donc, je parlerai de la feuille de route quinquennale en d'abord mettant accent sur le PND. On a vu le PND qui était là, un projet très ambitieux. Quand tu lis un beau projet, mais à la fin, je me demande si nous avions réellement eu une analyse de ce qui a été fait et ce qui a poussé à redéfinir la nouvelle feuille de route quinquennale. Ceci, nous sommes à la veille de 2025. Bientôt, une nouvelle feuille de route. Mais est-ce que nous avons les résultats attendus? Parce que quand moi j'ai parcouru la feuille de route 2020-2025, mais vous serez peut-être un non-togolais pour dire que le programme n'est pas beau. C'est un très beau programme, comme souvent les programmes que nous avons au Togo. Mais l'application de ce programme et les résultats obtenus, c'est en ce sens-là que nous voudrions discuter pour que nous puissions savoir ce qui est fait de bien, que nous le maintenons, ce qui n'est pas fait de bon, que nous les changeons, que nous définissions ensemble une nouvelle stratégie pour arriver à destination. Parce que quand vous visitez les trois axes de la feuille de route, mais il est bien clair que quand ces axes sont appliqués et que tout le monde s'y met, on trouvera une solution à nos problèmes au Togo. Je suis certain que nous, quand on parle d'une feuille de route, ce n'est pas le problème, ce n'est pas seulement un problème de celui-là qui a fait sortir la feuille de route, c'est que toute la population togolaise doit être impliquée pour l'application de cette feuille de route. Mais pour être impliqué, il faut avoir une vision partagée. Et nous n'allons pas nous cacher la vie aujourd'hui. Pour avoir une vision partagée, il faut travailler à regagner la confiance des Togolais afin que chacun de nous, à son niveau, puisse s'impliquer pour qu'enfin nous puissions avoir des résultats applausifs pour un tel beau projet.
La diaspora n'est plus non plus en marge donc des projets au Togo. Vous êtes un leader de la diaspora, coordinateur de la diaspora togolaise. Monsieur Tchérélou Lossol Nyamassadi Refoumé, dites-nous vos avis, vos points de vue sur ce projet qui a été lancé par le chef de l'État, Faure Sozina Nyansigbe, en 2020. D'abord, je voudrais saluer mes co-débatteurs, M. Tron et mon frère et ami, pour cette opportunité de pouvoir débattre d'un sujet très important pour le Togo. C'est un exercice assez difficile pour moi parce que on vient parler d'une situation qui ne répond pas aux grilles d'analyse objectives, n'est-ce pas, d'une évaluation sérieuse. Et donc, ça va être un exercice assez difficile, mais puisque je suis économiste et analyste politique, je vais quand même essayer, n'est-ce pas, d'apporter une analyse, une grille de lecture, d'abord assez factuelle par rapport à ce qui nous est présenté comme un projet ou une feuille de route, n'est-ce pas, de ce gouvernement. Mais avant, il faut quand même poser les fondamentaux, qui rendent l'analyse très, très difficile et pratiquement impossible, objectivement. Je voudrais tout d'abord, en toute compassion, en toute colère aussi, avant cette émission, réclamer la libération des prisonniers politiques. Ils sont une centaine dans les geôles de Fort-Gnassingbé depuis 5 ans sans jugement, maintenus dans des conditions atroces, dans des conditions inhumaines, dans des conditions cruelles et dégradantes. Et de ce point de vue, on ne peut pas parler de croissance, on ne peut pas parler de développement sans que certains de nos compatriotes soient torturés, assassinés dans les geôles de Fort-Gnassingbé. Ils sont 9 qui ont été assassinés. Et ça choque non seulement la conscience des êtres humains que nous sommes, mais en même temps, c'est très difficile que des Togolais traitent leurs frères Togolais de cette façon. Parmi ces prisonniers, il y a Léla Traoré, une femme qui en a arraché son enfant depuis 5 ans, qui n'a pas été jugée. Il y a le cas d'Omolou, de la diaspora retenue, dont la santé se dégrade. Il y a Aziz Goma qui est grabataire. Ils sont nombreux, des prisonniers politiques qui sont torturés. Donc, je voudrais quand même évoquer leur cas au début de cette émission, parce que quand on parle de bien-être, on doit penser également à ces Togolais qui sont martyrisés, torturés et assassinés dans nos prisons. Je voudrais aussi aborder cette émission en évoquant tous ces Togolais qui ont de la difficulté à manger. Un repas principal par jour est très difficile au Togo. Les conditions de santé sont exécrables au Togo. Les Togolais ne peuvent pas se soigner. Les gens meurent de faim. Je pense que c'est Daokou Péré qui avait dit que les Togolais meurent comme des mouches. Aujourd'hui, cette réalité s'est encore aggravée. Alors, si on veut parler d'une vision, on veut parler d'un projet, n'est-ce pas, de développement, eh bien, il faut donc, au regard de ces éléments factuels, procéder de façon très objective à cette analyse. Et je voudrais également dire que ceux qui sont à la tête de ce pays, ceux qui portent ce projet, est-ce qu'ils sont sérieux? Est-ce qu'ils sont sérieux? Parce que fondamentalement, on va évoquer tout à l'heure leur capacité à répondre, n'est-ce pas, à cette feuille de route et les résultats par rapport aux objectifs qui sont annoncés, pour montrer un peu toute la tactistocratie de ce gouvernement, qui est un gouvernement des mauvais, n'est-ce pas, avec des résultats très, très, très mauvais. Enfin, cet exercice ne donne pas les clés de l'analyse.
Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans un système démocratique. Un système démocratique voudrait justement que quand il y a une vision, il y a un programme politique, il y a un projet, et que des institutions fonctionnent pour évaluer ce projet. Donc, un Parlement qui puisse, n'est-ce pas, contrôler l'action du gouvernement et évaluer ce projet, que ces ministres soient responsables de leur feuille de route. Nous n'avons pas ce cas. Nous n'avons pas la capacité, n'est-ce pas, pour le chef l'usurpateur Faure Gnassingbé de rendre compte de sa gouvernance auprès du peuple congolais. Donc, il n'y a pas il n'y a pas de possibilité de rendre compte de sa gouvernance. Et enfin, la question, n'est-ce pas, du respect de la loi constitutionnellement. Tous ces éléments-là prouvent aujourd'hui que nous n'avons pas les outils nécessaires pour évaluer ce projet à sa juste valeur et sortir les éléments. C'est pourquoi je dis que l'exercice va être très difficile, mais nous essaierons quand même, dans la mesure du possible, de sortir des éléments pour éclairer le peuple congolais parce qu'ils sont gouvernés par des gens sans foi ni loi, qui n'ont aucun respect, n'est-ce pas, pour la vie des Togolais et aussi pour l'accomplissement du bien-être des Togolais. Merci. J'étais récemment donc à Lomé, sinon dans la sous-région ouest africaine. J'ai constaté aussi des avancements sur certains plans. S'il faut le dire, il faut être honnête quelquefois. Et je vais vous reposer une question qu'on m'avait posée de par le passé. Le Togo n'a-t-il pas changé? En quoi est-ce que le Togo a changé entre 2020 et 2024? Monsieur Tété Credo. Je dirais que le changement est un exercice. La démocratie est certes une notion qui nous a été imposée, mais le Togo fait dans toute sa dimension, fait cet exercice. Et le politicien qui est sur le plateau d'Orton, il sait que même si il y a des insuffisances, aujourd'hui, on peut dire que les lignes bougent. Mais les lignes ne bougeront pas également en termes de magie, parce qu'il faut construire les choses au jour le jour. Et c'est là où moi, je salue, bien, je me retrouve dans cette feuille de route 2020-2025, dans cette vision du chef de l'État. Tantôt, j'ai énuméré les trois axes, mais j'aurais voulu, au cours du débat, qu'on puisse prendre les axes un à un pour essayer de voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui reste à faire. Sinon, le Togo a changé en termes d'infrastructure. Le Togo a changé également en termes de pratiques, en termes de normes, parce que si nous comparons la gouvernance de M. Faure Gnassingbé à celle de son père, Feu Gnassingbé Eyadema, donc on peut dire que il y a une nette amélioration, il y a eu une nette évolution. Aujourd'hui, la liberté d'expression est d'actualité au Togo et vous allez voir que les Togolais ne sont plus inquiétés pour un rien du tout. Je voudrais saluer, disons, cette honnêteté du docteur Ton lorsqu'il a dit que cette vision doit être supportée, implémentée, non uniquement par ceux qui nous gouvernent, mais par nous. Chaque acteur, chacun doit faire sa part. Et c'est là où je suis très à l'aise lorsque je reprends cette citation de Monseigneur de Feu, Monseigneur Bariga, qui a l'habitude de dire que chacun fasse sa part. Quelle est ma part que je dois faire pour booster un peu cette vision-là? Parce que cette vision n'est pas, cette feuille de route n'est pas un échec à ce jour-là, parce que le contexte même de sa mise en place doit nous faire réfléchir. Parce que c'est mis en place dans un contexte international qui a été, disons, marqué par des effets économiques. Sur le plan économique, donc il y a notamment la pandémie à la COVID-19, il y a la guerre en Ukraine, donc il y a beaucoup de choses. Et également, si nous parlons de la COVID et de la guerre en Ukraine en termes de deux exemples, donc il faut interroger également ces répercussions ou bien ces impacts sur les actions du gouvernement. Mais aujourd'hui, grosso modo, les choses évoluent. Lomé n'est pas comme l'Europe, mais les choses semblent évoluer. Et je crois que le docteur Ton, qui a l'opportunité de revenir de temps en temps à Lomé, va dire que au moins il y a de l'avancée que nous avons dans certaines actions, même si on doit toujours relever des insuffisances.
Maintenant, je ne voudrais pas, j'ai écouté aussi avec attention l'intervention de mon aîné, Monsieur Lawson. Je dis, la notion de détenu politique est relative, la définition. Donc, on dit, je ne voudrais pas m'investir dans ce débat, mais ce qui m'importe, c'est qu'on puisse faire au cours de cette émission le point, comme l'a dit la thématique de cette émission. Où en sommes-nous avec cette vision 2025? Donc, il faut dire que, Moïse, qu'à ce jour, la mise en œuvre même de cette feuille de route a permis de réaliser, je le disais tantôt, des avancées significatives et surtout dans les secteurs qu'elle couvre. Donc, si vous permettez, nous pouvons décliner avec la permission de mes grands frères sur le plateau, qu'on prenne les axes et qu'on puisse analyser les actions du gouvernement. Donc, je ne dirais pas que tout est. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, après 4 ans, c'est à un taux de 90% de réalisation et de perfection. Mais je dis que si on doit, si les économistes doivent quantifier ou bien qualifier les avancées, nous serons à près de 60%. Donc, c'est dire qu'il y a beaucoup d'axes qui ont été pris en compte par le gouvernement, mais au-delà du gouvernement, lorsque le gouvernement met en place des politiques, il va falloir que nous-mêmes nous nous retrouvions dans cette politique et que chacun puisse apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Si nous voyageons aujourd'hui, nous voyons comment les États-Unis sont, comment les États-Unis se développent, l'Occident se développe, c'est parce qu'à un certain moment, les gens ont laissé de côté les guéguerres qui les animaient et chacun a fait sa part. Et c'est ce que je souhaite que nous puissions tous le faire sans émotion et qu'on puisse contribuer, qu'on jette les bonnes réflexions pour que l'action, pour que ça rejaillisse sur le commun des mortels togolais. Donc, si nous prenons, je ne sais pas si le temps imparti est toujours on là. va revenir sur les grands axes, je sais, les 3 grands axes que vous avez entamés en début d'émission. On va revenir sur ça. Le temps imparti est fini. Docteur Kodjo-Victon, vous faites partie, donc, je rappelle que vous êtes un opposant politique au Togo. Dites-nous, vous êtes parfois aux États-Unis, parfois donc à Lomé. Vous faites les deux analyses, les comparaisons. Qu'est-ce qui a véritablement changé au Togo? Bon, d'abord, je suis content que j'ai sur le plateau un confrère économiste qui peut aussi s'investir, surtout quand on parle de changement. Quand on parle de changement sur les thèmes économiques, oui, on pourrait dire qu'il y a des choses qui ont changé d'un point X à un point Y. Mais pour parler de réel changement, il faudrait voir si l'investissement que nous faisons par rapport à ce changement, est-ce que ces changements sont à la hauteur de ces investissements? Aujourd'hui, comme l'a dit le frère Credo, on ne peut pas dire que le Togo de 2024 est similaire au Togo de 2019. Non, il y a eu des changements, il y a eu des avancées. Au même moment, il y a eu des frais que nous avons supportés. Mais nous voulons construire une nation solide pour nous et pour l'avenir de nos enfants. Mais si je vois par exemple depuis janvier jusqu'à en ce mois de novembre, où à chaque mois, on devrait aller sur le marché financier faire des prêts pour des investissements. Oui, on fait des prêts, il n'y a pas de problème, mais pour des investissements, est-ce que ces prêts sont à la hauteur des investissements que nous avons? Donc, quand nous parlons de changement, oui, on peut dire que les choses ont bougé, mais par rapport à quel investissement? C'est là, moi, je voudrais qu'on puisse réellement faire l'analyse. Parce que oui, si on investit une telle somme pour créer tel nombre d'emplois, mais on n'a que fait 60% de ça, qu'est-ce qui a causé le manque? Et où sont les ressources qui sont les ressources disponibles? Est-ce que ça a été réellement utilisé ou bien il y a une équipe qui s'encampe de ces ressources à chaque fois? Donc, si c'est le cas, il faut penser à un nouveau modèle de gouvernance. Il faut penser à de nouvelles têtes qui sont là pour construire le pays. Parce que c'est là que le problème se pose. Aujourd'hui, heureusement, nous avons un peu dépassé les cadres des discussions hostiles politiques où il est question de dire X ou Y, mais il faudrait avoir des engagés politiques qui sont capables d'évaluer le réel, le concret. On dit on a créé des emplois, on dit il y a des industries. Déjà, quand on voit dans les axes, on doit avoir des industries extractives. Maintenant, qu'est-ce qu'on a mis dedans?
Combien d'industries extractives nous avons eues? Est-ce que ce qu'on a investi est à la hauteur de cela? Moi, je pense que le changement doit être abordé dans ce sens. Sinon, on nous présenterait à chaque fois des résultats qui font comme si tout marche bien, mais au fin fond, ça ne se passe pas bien. Parce que moi, si je regarde par exemple la TVT et très souvent, et des fois j'ai l'impression que la TVT parle d'un autre pays. Parce que si vous êtes sans aliénation, vous regardez ce qui se passe comme évaluation, comme présentation des projets au Togo, vous serez fier d'être togolais. Mais quand vous êtes dans le pays, vous vous demandez quels sont les ressentis. C'est-à-dire vous ne voyez pas les choses. C'est comme s'il y a toute une équipe qui font le folklore, qui présentent des résultats qui ne sont pas concrets, peut-être au chef de l'État ou bien à certains décideurs, pour faire croire que le pays marche. Mais dans le fin fond, ça ne marche pas. Et au même moment, il faudrait aussi attaquer les sources de financement de nos projets. Parce qu'aujourd'hui, déjà avec le nouveau plan où il est décidé que quand vous faites même un prêt, il y a l'OTR qui va encore percevoir de vos prêts. Il y a tellement de choses qui font saigner la population pour des réalisations de projets où les résultats ne sont pas nettement présentés. Donc, nous avons ce devoir, nous avons cette obligation de savoir, d'avoir les données sur ce qui est investi, sur le résultat qui est donné et sur une analyse pour voir en quoi nous pourrons tous nous impliquer, qu'est-ce que nous pourrons tous apporter pour que ces beaux projets que nous avons pour notre chère nation, le Togo, puissent être réalisés. Parce que c'est la réalisation de ces projets qui fera que l'économie togolaise sera très forte et que les problèmes, la situation des Togolais sera améliorée. Merci, docteur Roton. Vous avez été dans le temps, 2 minutes 30. Alors, M. Tchehelou Lawson Yamassadi Hefoume Late, vous êtes économiste. On va parler tout à l'heure économie, mais bien avant d'aborder cet aspect, disons même le premier as, comme l'a dit l'aîné Tété Credo. Monsieur Tchehelou Lawson, vous êtes à la diaspora, ça fait des années, et la diaspora a un impact sur l'économie de notre pays, mais dites-nous concrètement, de loin, qu'est-ce qui a changé au Togo? Je crois qu'il est tout à fait évident de dire sans aucune raison de se tromper que rien n'a marché, rien n'a changé au Togo. Le Togo recule plutôt. Vous voyez, on parle de vision. La seule vision de Faure Gnassingbé, c'est qu'il n'a pas de vision. Un exemple concret, il a nommé une dame qui s'appelle, je crois, Tomegbe, la ministre, comment elle l'appelle? Notre premier ministre. Elle a été nommée ministre du développement à la base, qui est chargée, n'est-ce pas, de changer fondamentalement, de sortir les Togolais de la pauvreté. Pendant tout le temps qu'elle a été à ce poste-là, elle n'a obtenu aucun résultat. En tout cas, elle n'a pas été capable de faire le point de sa capacité à sortir, n'est-ce pas, les Togolais de la pauvreté. Et c'est cette dame qu'on reconduit, n'est-ce pas, au poste de Premier ministre. Et depuis, on ne voit rien. Donc, le Togo recule, le Togo piétine, le Togo s'enfonce dans la dette, dans la pauvreté, dans la souffrance. Et quand vous faites un comparatif par rapport aux autres pays, le Bénin, le Burkina qui est d'ailleurs en guerre et le Ghana, eh bien, vous vous demandez qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour que nous avons ces individus à la tête du pays qui enfoncent le Togo. Mais c'est de ça qu'il s'agit fondamentalement. Vous voyez? Et donc, quand on nous dit que le Togo a changé, le Togo n'a pas changé, le Togo recule, le Togo s'enfonce. Le Togo est au fond de la piscine aujourd'hui. Regardez la souffrance des Togolais. Les Togolais, aujourd'hui, la jeunesse togolaise n'a d'autre choix, chacun veut fuir le pays. Et c'est pourquoi nous avons plus de 2 millions de Togolais à l'extérieur qui, pour des raisons politiques ou économiques, ceux qui sont dans le pays, eh ben, ils sont jetés en prison, ils sont tués, ou encore, ben, ils se résignent dans la souffrance et dans la pauvreté. Donc, de mon point de vue, en tout cas,
rien ne change au Togo. La seule vision de Faure Gnassingbé, c'est que papa lui a dit de ne jamais lâcher le pouvoir. Il n'a pas d'autre vision. Et vous avez vu comment il a pris le pouvoir dans le sang. Et plus de 2000 Togolais massacrés. Et depuis, bon, il s'accroche au pouvoir par la violence, par la fraude, par la kakistocratie, par le vol. Hein. À la mort de son père, la dette du Togo était évaluée à 4000 milliards et qui était à peu près la fortune de son père. Lui, en 20 ans, il a multiplié ça par 5 et aujourd'hui, sa fortune personnelle, qui est évaluée à plus de 20 000 milliards, équivaut justement à la dette du Togo. Voilà, le Togo est parti de pays du PPT, pays très pauvre, aujourd'hui au pays pauvre, très endetté. C'est ça, là, les performances, n'est-ce pas, de ce gouvernement de kakistocratie qui s'enrichit énormément. Sinon, on découvre dans la maison d'Adédié des centaines de millions de francs qui thésaurisent à la maison, ils s'enrichissent et ils maintiennent les Togolais dans une forme d'esclavagisation, d'exploitation et de souffrance. Et en plus de ça, il y a la violence. Donc, de mon point de vue, quand on nous présente ces projets, depuis que Faure Gnassingbé a pris le pouvoir, depuis quand il s'est présenté, n'est-ce pas, au peuple togolais, il s'est présenté au Parlement pour présenter sa vision, n'est-ce pas, et ses objectifs. On ne le voit jamais, après, on ne le voit jamais être capable de dire, voilà ce que je veux faire. Et depuis quand son ministre, son premier ministre ou ses ministres ont été capables de venir devant le peuple togolais pour présenter le résultat de leur gestion? Jamais. Plutôt, la Cour des comptes nous démontre que les fonds avancés, plus de 400 milliards pour la Covid, eh bien, ces fonds se sont retrouvés gérés de façon, comment on l'appelle, de façon très... ils se sont emparés de ces fonds. On nous dit que ces fonds ont servi à tuer des djekos à l'université, ça c'est Kokoroko. On nous dit que ça a servi à construire des parkings, ou encore ça s'est retrouvé dans les caisses des gens. On a acheté des gants, etc., des caméras qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est-à-dire que ce gouvernement, ils doivent normalement, si le Togo devait être un pays normal, eh bien, toutes ces personnes devraient se retrouver en prison. Parce que c'est des voleurs, c'est des gens qui détruisent la vie des Togolais et qui ne sont pas capables, n'est-ce pas, d'être à la hauteur de ce pourquoi ils se maintiennent. Un ministre qui fait 18 ans. Oh, c'est quoi cette affaire? Un ministre qui est là depuis 18 ans, depuis 16 ans. Mais quand ces gens doivent rendre compte de leur gestion, eh bien, on ne peut pas les garder puisqu'on peut tout garder au poste ministériel que quand tu es compétent. Quand ils livrent la marchandise, quand on voit les résultats. Mais puisqu'il n'y a pas de résultats, puisque, bon, ils sont là parce que la volonté de Faure Gnassingbé, et lui-même n'a pas de compte à rendre, puisque, bon, papa m'a dit de ne jamais laisser le pouvoir. Nous sommes dans cette forme de gouvernance, de gestion violente, et donc ça ne peut pas avoir des résultats. Sur la vision dont on parle, parce qu'il faut quand même en parler, eh bien, quand vous lisez le document, vous vous demandez, ben, est-ce que nous sommes au Togo? C'est des catalogues d'intentions, c'est des promesses juteuses qui sont tracées sur le papier. Mais quand vous portez une grille analytique sur le document, eh bien, ce document, qui est un portefeuille de 42 projets prioritaires couvrant des divers secteurs socio-économiques, et quand vous voulez donc très rapidement identifier les critères d'évaluation, il n'y en a pas dans le document. C'est-à-dire que le taux d'exécution globale de ce projet n'est pas explicitement mentionné. Pour un suivi optimal de ce type de document, il devrait fournir les statistiques claires et actualisées indiquant l'avancée réelle de chaque projet, surtout quand il s'agit de la couverture, par exemple, sanitaire, la couverture de santé universelle ou l'augmentation des capacités scolaires. Vous n'avez pas ces données-là. Le manque de suivi chiffré, n'est-ce pas, compromet la transparence et la crédibilité de l'ambition gouvernementale et également entame la confiance des partenaires. La feuille de route affiche des objectifs ambitieux, certes, de croissance,
mais elle manque d'une analyse en profondeur sur les contraintes structurelles, n'est-ce pas, qui doivent permettre à une économie dynamique. Si nous prenons le secteur agricole, par exemple, le document présente ce secteur comme étant un moteur de croissance, n'est-ce pas, pour le développement du pays, mais est tout à fait silencieux sur les détails en termes d'obstacles structurels. Par exemple, l'accès limité aux intrants dans l'agriculture, les infrastructures de transport pratiquement inexistantes, les questions de défis climatiques. Vous voyez, et donc, quand vous n'avez pas ces éléments en place, comment vous voulez vraiment que l'agriculture du Togo, qui représente 40% du PIB, soit un secteur dynamique. Donc, voilà un peu quelques éléments pour prouver que c'est un document assez vague, qui ne présente pas les critères de son évaluation. Et donc, de ce point de vue, il me semble que nous discutons, n'est-ce pas, nous sommes un peu dans la propagande politique, sans avoir les éléments objectifs d'évaluation concrète de l'avancée de ce document. On nous dit, après quelques recherches, on nous dit que, bon, voilà, par exemple, sur la couverture de santé, eh bien, il y a eu 45% de réalisés. Nous n'avons pas d'éléments quand même pour pouvoir l'étayer. Sur la question des capacités scolaires, on nous parle de 60% de réalisés. De réseau routier, on parle de 30%. De hub logistique, de 50%, ou encore d'exploitation, d'exploitation minimale au niveau des entreprises administratives, on parle de 20%. Donc, c'est des cibles balancées comme ça, d'une façon assez ubuesque, sans éléments fiables pour pouvoir les évaluer. Il faut aller sur le site de FMI ou de la Banque mondiale, n'est-ce pas, pour pouvoir décrocher un certain nombre de données d'évaluation en termes de dette, n'est-ce pas, ou d'endettement de ce pays, pour avoir une idée. Merci, M. Thierry Lawson. Dans l'opacité totale de gestion de ce pays. Nous abordons, chers amis téléspectateurs, donc le premier as donc de la feuille de route du gouvernement togolais lancée en 2020. Mais bien entendu, vous avez vu donc que le QR code est disponible pour vous qui voulez nous suivre sur notre chaîne YouTube, et allez-y, scannez, et donc vous serez en direct avec nous sur AfroWeb TV/live. Merci à tous et à chacun de vous. L'antenne est ouverte à vous qui voulez aussi participer sur le +1 319 482 89 119. Voilà, 462 89 119. Voilà le numéro affiché à votre écran. Premier as, renforcer donc l'inclusion et l'harmonie sociale et garantir la paix. Et dans ce document, dans cette parenthèse, se retrouvent 20 000 logements sociaux, l'électrification pour tous et bon nombre d'informations. Monsieur Tété Credo, vos points de vue, où en sommes-nous véritablement par rapport à ce premier as donc de la feuille de route du gouvernement togolais? Merci Moïse. Tu permets que je puisse remercier mes co-débatteurs une seconde fois, parce que lorsqu'on a le courage de sortir ce qu'on a dans le ventre, donc je crois qu'on peut mieux apprécier, analyser les choses. Autrement dit, lorsqu'on est malade et on va chez le médecin, on n'arrive pas à expliquer le mal dont on souffre. C'est difficile au médecin d'apporter les soins appropriés. Donc, je voudrais juste, j'avais parlé des contraintes dans lesquelles la feuille de route a été mise en œuvre en 2020 avec la COVID, les menaces sécuritaires. Mais il faut retenir, Moïse, que en dépit de ces contraintes, il faut avoir le courage et l'humilité de reconnaître que le gouvernement a maintenu le cap vers un haut niveau d'ambition. L'ambition y est, et avec les recherches effectuées, on peut dire que on peut retenir qu'après 75%, je dis après 75% de délai d'exécution, on relève aujourd'hui un taux d'exécution global de 54,4%. Et c'est là où je voudrais engager Dr Ton, parce qu'il a dit quelque chose de très intéressant dans son intervention, qu'on puisse analyser ce qui se passe réellement pour voir là où il y aurait des soucis, il y aurait des manquements. Maintenant, revenons à l'axe 1, le renforcement de l'inclusion et de l'harmonie sociale et
la consolidation de la paix, je voudrais aller en 4 points très rapidement. Lorsque nous considérons l'accès aux services sociaux de base, par exemple, il faut dire que cela a été amélioré avec la fourniture d'eau potable à près d'1,3 million de personnes par la construction de près de 2000 infrastructures d'accès à l'eau potable. On me dira que ce n'est pas assez, j'avoue, mais c'est déjà un pas de franchi. En parallèle, lorsque nous considérons 445 000 ménages supplémentaires qui ont bénéficié de l'électricité grâce à la construction des centrales électriques de Kekeli et Blita, à l'installation de plus de 4000 kilomètres de lignes électriques et sans oublier le déploiement des projets CISO du Fonds Tinga pour faciliter l'accès à l'électricité. On peut dire que sur ce secteur, sur cette marche d'escalier, quelque chose a été fait. Maintenant, je crois que c'est docteur ou bien c'est monsieur Lawson, mon aîné, qui parlait de la couverture en termes de santé. Il faut dire que la mise en place même de l'assurance maladie universelle, la construction et la réhabilitation aujourd'hui, ça c'est touchable sur le point lorsqu'on veut vérifier. Plus de 300 centres de santé, y compris dans les 300 centres de santé, il faut citer 6 hôpitaux mères-enfants modernes et dont les travaux sont presque achevés. Et en plus de la construction de cet hôpital de référence que nous avons, Dr Lafière, on peut également énumérer le renforcement du plateau technique. Ça, c'est touché du doigt par les Togolaises. Donc, ce n'est pas une œuvre de la télévision nationale. La télévision nationale n'a fait que rendu compte des acquisitions qui ont été faites à un moment donné où nous tous, en tant que Togolais, nous avions déploré, disons, le non-avancement sur le plan de la sécurité sanitaire. Donc, il faut également signaler sur ce niveau le recrutement de plus d'un millier de personnes, de personnel médical et paramédical, qui ont également joué leur partition, qui ont renforcé l'accès aux soins de santé. Et pour la bonne gouverne de tous ceux qui nous suivent, qui pourront améliorer le niveau de discussion, c'est que il y a également un programme national d'accompagnement de la femme enceinte qui est aujourd'hui là, qui est dénommé même Wezou et qui a été également mise en place, en août 2021 et qui a permis d'offrir à plus de 3 millions de prestations à plus de 575 000 femmes enrôlées. Et aussi pour chuter, si nous voyons le sujet de l'éducation qu'a soulevé l'aîné Helou Lawson en parlant de l'éducation sous le ministre Kokoroko, il faut dire qu'environ 5000 salles de classe ont été construites et réhabilitées. Cela a permis de réduire le nombre d'élèves par salle qui passe aujourd'hui, selon les chiffres que nous avons collectés, des chiffres fiables, qui passent de 80 à 69 au niveau de l'enseignement de base. Il ne faut pas oublier aussi le recrutement de 40 000 enseignants et les réformes même du système de formation des enseignants et des élèves ont été également améliorées et cela a contribué justement, Moïse, à améliorer l'accès à une éducation de qualité. Donc voilà ce que nous pouvons dire en résumé sur l'axe numéro 1. C'est vrai, la perfection n'est pas de ce monde. Les ambitions ont été poussées à un niveau élevé, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de fait aujourd'hui, de 2020 à 2024? Donc, c'est ce que je peux humblement dire sur ce premier axe. Merci, Moïse. Merci de nous avoir donné des détails concernant ce premier axe. Docteur Kodjoviton, je reviens à vous puisque toujours l'opposition est toujours en place. On aimerait bien avoir les autres partis politiques aussi, mais on a le privilège de vous avoir aujourd'hui, le parti politique Nouvelle Vision. Vous êtes un homme de terrain. Dites-nous, comment appréciez-vous les informations données par l'aîné Credo Tété et aussi quelle est votre analyse sur cet aspect? Oui, moi je crois que je l'ai déjà dit quand j'avais fait mon introduction par rapport à ce que j'ai constaté comme avancé sur le terrain, mais au souci que j'ai
suivant la réalisation de ces projets. D'abord, j'invite beaucoup de nos compatriotes togolais de la diaspora qui n'ont plus fait le déplacement sur Lomé sur le Togo depuis plusieurs années à y retourner de plus en plus comme ça. Ça fait que l'analyse que nous faisions est plus effective parce qu'il ne suffit pas seulement de pouvoir rester loin, dire que ça va ou ça ne va pas. Moi, je suis entre les deux avions à chaque fois. Et je suis avec la population, la basse classe. Et je suis partout de Lomé, de Djankassé à Saint-Cassé. Et je suis en communication avec ce peuple tous les jours. Je suis certain que oui, et les données présentées par M. Credo, du moins nous sommes sur un réseau social, si ce n'est pas fondé, on pourra les vérifier. Quand on parle par exemple du plateau médical, on peut aller à l'hôpital vérifier. Donc moi, je dis bravo à tout ce qui a été fait. Mais mon problème, c'est au coût de quoi? C'est-à-dire à quel coût ceci a été réalisé. Parce que ce que je vois dans la réalisation de ces projets, des fois, c'est comme si nous nous empressons pour réaliser certaines choses, pour faire avancer la politique, mais nous ne prenons pas soin de voir l'impact que ça a sur la population saignante qui est encore amenée à saigner de plus, et aussi pour la dette que nous creusons pour les générations à venir. C'est là, moi, mon problème. Par exemple, si on doit réaliser un plateau d'hôpital où on doit créer encore des postes de péage de plus pour cette population qui souffre de plus, j'ai un problème là-bas. Oui, c'est bien d'avoir le plateau, mais à quel coût? Donc, l'effectivité de réalisation, c'est ça qui est le plus important pour moi. Parce que oui, si on dit plus de 4000 personnes ont bénéficié de l'électricité, un programme d'accompagnement des femmes enceintes, ce sont des beaux projets. Laissons les divagations politiques de côté, oui. Mais à quel coût? Est-ce que nous avons réellement une équipe de gens qui partagent vraiment cette vision, qui sont enfoncés à réaliser pour le bien-être de ce peuple? C'est là que je rejoins par exemple M. Helou qui disait, au début de son émission, a parlé de la libération des prisonniers et autres. Parce que quand il y a une vision, pour que cette vision soit effectivement implantée, il faut que cette vision soit partagée. Mais il y a des gages pour arriver à faire partager cette vision avec le peuple. Parce que c'est lorsque nous avons tous ce partage de la vision que chacun peut jouer son rôle. Parce qu'il y a des gens, je pense qu'ils ne partagent pas cette même vision qui est déclinée dans les feuilles de route, où pour eux, quand il y a la réalisation des kilomètres de voies, c'est qu'il y a la réalisation des kilomètres d'accumulation de fonds dans leur propre fonds, dans leur propre caisse. Donc, il faudrait que nous puissions parler plutôt de cette effectivité, de cette équipe-là qui est là pour réaliser ces projets. Oui, on a parlé, j'ai aimé tous ces chiffres qui ont été donnés par M. Credo, sont de bonnes choses, c'est pour notre pays, mais il faudrait aussi arriver à parler de cet investissement, de l'effectivité de cette équipe qui implémente cela, pour que nous puissions savoir que nous ne saignons pas notre peuple de plus parce que nous voulons réaliser des projets qui pourront être appréciés par nos politiques. Parce que quand nous continuons à le faire, oui, on va avoir peut-être des terrains qui seront bientôt construits dans tout le Togo. On aura peut-être d'autres hôpitaux de renommée qui seront construits, mais on aura également à côté de cela des péages devant nos portes pour rentrer dans nos maisons. Ah, c'est ça qui est le problème à mon niveau. Allô? Merci, docteur, d'avoir répondu à notre question. Alors, Monsieur Tcherelou Lawson Nyamassadi, réformé, Laté, vous êtes économiste. On voudrait aborder l'économie, mais bien entendu, on y arrivera petit à petit puisqu'on franchira tous les axes donc, de cette feuille de route. Quelles sont vos impressions sur l'inclusion et l'harmonie sociale dont a parlé donc, cette feuille de route? Il me semble de toute évidence que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, avant de planter le décor de cette émission, que ça va être un exercice difficile. C'est-à-dire que quand on écoute Tété Credo faire le perroquet, n'est-ce pas, en répétant
justement ce discours qu'on ne saurait justifier de ce gouvernement kaki-socratique qui ment à lui-même et au peuple congolais, eh bien, on a de la difficulté, justement, à pouvoir poser la vraie grille, n'est-ce pas, de l'évaluation de ce gouvernement. En 20 ans de pouvoir de Faure Gnassingbé, je serais quand même, on veut voir les réalisations. Il avait tous les manettes du pouvoir dans ses mains, les réalisations, n'est-ce pas, en termes concrets, qui a pu changer la vie, qui a fait en sorte que la courbe d'indifférence de vie des Togolais a pu changer. On voit que c'est plutôt la souffrance, c'est l'endettement. Aujourd'hui, le Togo, l'endettement du Togo, c'est 60% de son PIB. Et on me dit, voilà, qu'on réalise des choses, etc. Vous voyez? Donc, c'est très difficile d'aborder ces sujets-là parce que le résultat est complètement, c'est un résultat nul. C'est un résultat complètement catastrophique. C'est le chaos. Le chaos en réalité. Chaos économique, chaos politique, chaos humanitaire. Vous voyez? Et donc, quand on parle de l'inclusion, on parle de l'inclusion et on maintient une centaine de Togolais dans des conditions atroces jusqu'à ce qu'ils soient torturés, alors qu'il n'y a pas dans le code pénal togolais la peine de mort. Mais comment expliquer que des Togolais sont assassinés en prison et qu'on ne peut pas leur produire, leur donner l'essentiel, n'est-ce pas, de la vie, c'est-à-dire les soins? Dans le monde entier, un prisonnier doit quand même être soigné. Des gens qui souffrent de cancer, le secrétaire général du PNP, il souffrait de cancer. On le maintient en prison jusqu'à mort sans suivre. Mais ces gens-là, c'est-à-dire qu'on se demande s'ils sont des êtres humains. Franchement, parlons-nous entre Togolais. Est-ce qu'ils sont des êtres humains? Qui d'entre nous peut accepter qu'on maintient son frère, son père, son enfant en prison dans des conditions comme ça? Actuellement, on parle d'inclusion sociale. Le feu Agba, sa femme est entrée au pays pour faire le deuil et s'occuper des biens de son mari. Sa femme souffre de cancer. On maintient cette dame en prison alors que nous n'avons pas un plateau technique de cancérologie pour s'occuper des maladies aussi graves. Donc c'est de la méchanceté. C'est métaphystolique, c'est-à-dire que c'est diabolique ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas d'humanisme quand on nous parle aujourd'hui d'inclusion sociale. C'est des faits. On parle de ces faits et quand on entend Dr Tan jouer un peu à l'équilibrisme, avec le grand écart, d'un côté on applaudit, de l'autre côté ce n'est pas ça la politique, Dr Tan. Il faut comprendre que notre génération doit prendre conscience, n'est-ce pas, de la situation du Togo. Si on veut faire la politique, il faut comprendre que la politique, c'est pour améliorer les choses. C'est pour servir son peuple. Ce n'est pas venir quelque part soutenir ce discours, cette pratique qui enfonce davantage notre pays. Notre pays a besoin, justement, que les Togolais se disent la vérité. Que les Togolais se retrouvent les mains dans les mains, n'est-ce pas, pour pouvoir régler le problème fondamental, pour que le bien commun que nous avons soit réparti équitablement et que chacun puisse en profiter. Ce n'est pas qu'une minorité pieuse, et ça, c'est Faure Gnassingbé lui-même qui l'a dit. S'accapare de toute la richesse du Togo, s'enrichissent énormément, maintient les autres dans la pauvreté, et c'est ça qu'on rejette fondamentalement. Et quand on vient nous servir ce discours sur le plateau avec des chiffres qu'on annonce, pour nous, ça choque, n'est-ce pas, notre conscience. Pour revenir fondamentalement à la base de l'économie, quand vous voulez faire une analyse de la santé économique d'un pays, eh bien, il y a un certain nombre d'agrégats économiques qu'il faut convoquer. Nicolas Kaldor l'a bien posé, on l'appelle le carré magique. C'est-à-dire, ces agrégats, ça parle du PIB. Le PIB, qui est la capacité productive d'un pays, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs, des services et des biens produits, n'est-ce pas, sur une période donnée, sur un territoire donné. Et donc, le PIB du Togo, quand vous analysez la capacité productive du Togo, 30 secondes, s'il vous plaît. vous vous rendez compte que c'est un pays, l'industrialisation pendant ces 20 ans, le programme d'industrialisation reste encore à l'état primaire.
le Togo n'a pas d'industrie. Les seules industries que nous avons, c'est les industries extractives, notamment pour le phosphate et un certain nombre de minéraux. Mais ces industries ne rentrent même pas dans le budget national parce que ça rentre directement dans les caisses de fonds Gnassingbé et de sa mafia. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, étant donné que nous n'avons pas cette capacité productive, et bien qu'est-ce qui arrive? Le deuxième agrégat qui est convoqué, c'est le balance de paiement. Donc, le Togo est déficitaire en termes de commerce extérieur puisque nous importons tout et que ce que nous exportons est tout à fait insignifiant par rapport à cette capacité, à ce que nous importons. Ça veut dire que le Togo est dépendant de l'extérieur. Alors que la monnaie que nous utilisons, cette monnaie, le franc CFA, et qui est une monnaie qui agit un peu comme une subvention pour l'exportation, une taxe pour les exportations, ben ça nous bloque, ça fait en sorte que les Togolais ne peuvent que s'enfoncer dans la pauvreté. La question de l'inflation dans le pays, étant donné que les revenus n'évoluent pas, il a fallu récemment la mobilisation de la société civile, des syndicats, des femmes pyramides, pour que on accepte finalement d'indexer, n'est-ce pas, le SMIC, le salaire minimum garanti à 52 000. C'est le plus faible de la région. Donc, avec un pouvoir d'achat aussi faible, comment voulez-vous que les Togolais puissent consommer? Alors que la consommation est une fonction du revenu. C'est-à-dire que quand les gens ont la capacité de pouvoir consommer, ça veut dire quoi? C'est une demande. Et cette demande-là permet aux entreprises de répondre, n'est-ce pas, à travers une offre à cette demande. Merci, M. Thierry Lolasson. Lolasson. Pas de moyens de pouvoir consommer, et bien vous rentrez dans une forme de déflation, c'est-à-dire les gens sont tellement pauvres qu'ils ne peuvent pas consommer. Donc nous sommes, quand vous convoquez donc ces agrégats, que ce soit le PIB, que ce soit l'inflation, que ce soit la croissance économique, eh bien vous comprenez que nous sommes en train au fond de la piscine et ce pays, tout simplement, ne répond pas aux objectifs d'un pays normal. Merci. Merci, M. Thierry Lolasson. Le temps est terminé. Nous allons faire rapidement la pause de 30 secondes et revenir juste après. Ils sont engagés pour la cause commune, celle d'apporter des solutions aux